capsulite rétractile. Je vais vous présenter un petit peu déjà une petite revue sur la capsulite et après on parlera de cette nouvelle approche avec la reprogrammation neuromotrice. La capsulite rétractile, la définition, eh bien, elle est avant tout clinique. Il s'agit d'une limitation des amplitudes articulaires dans tous les plans de l'espace. C'est vraiment ce qui fait la caractéristique de la capsulite rétractile. Ce que l'on retrouve, donc, c'est une rétraction progressive de la capsule avec un remaniement histologique de cette dernière que l'on retrouve constamment. Dans les causes de capsulite rétractile, on distingue deux types. La vraie, entre guillemets, capsulite primitive, où eh bien, on n'a pas de cause apparente, et la raideur secondaire de l'épaule suite à une chirurgie, une traumatologie, voire à une tendinopathie. L'évolution, elle est largement favorable. On va distinguer donc plusieurs stades qui vont faire vraiment la caractéristique de cette capsulite rétractile. D'abord, une phase inflammatoire qui va durer de 0 à 3 mois. C'est là où va s'installer la douleur qui va devenir progressivement très présente. La deuxième phase que l'on appelle aussi la phase froide, c'est ou la phase de refroidissement qui dure entre 3 et 9 mois. On a une cicatrice de la capsule qui va se rétracter progressivement avec des douleurs sévères. Ensuite, une troisième phase qui va aller donc de 9 jusqu'à 15 mois. Donc tout ça, bien sûr, hein, c'est des moyennes. Elle est marquée par du coup la raideur avec une douleur qui commence à diminuer pour devenir progressivement minime. Et en fait, il y a enfin une phase de récupération qui va durer de 15 à 24 mois avec une augmentation progressive des amplitudes, souvent grâce à la rééducation, et qui est peu douloureuse. L'épidémiologie, l'incidence, elle est assez quand même présente. Hein. On estime entre 2 et 5% de la population générale. Ça peut aller jusqu'à 20%, notamment chez les personnes atteintes de diabète. On verra que c'est un facteur de risque du diabète. Ça touche principalement les patients âgés entre 40 et 60 ans et malheureusement pour elles, particulièrement les femmes. Donc, comme je vous ai dit, ces facteurs de risque qui sont retrouvés dans la capsulite rétractile, on retrouve le diabète, l'hypothyroïdie, le cancer du sein, ainsi qu'un problème cardiaque ou AVC. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont reconnus pour augmenter le risque de développer une capsulite rétractile. Vous voyez, ça correspond quand même à 1,3 million de capsulites par an, donc ça n'est pas négligeable. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans nos cabinets de rééducation et avec un coût souvent certain pour la sécurité sociale, car ça peut faire suite aussi à pas mal de TMS et de troubles musculo-squelettiques dus à des maladies professionnelles. Nous allons voir maintenant eh bien, la prise en charge de cette capsulite rétractile. Eh bien, classiquement, sur la prise en charge médicale, ce que l'on retrouve dans la littérature, eh bien, on va retrouver les corticoïdes oraux, l'injection aussi de glucocorticoïdes, mais après, ce que l'on voit, c'est qu'après 3 injections, eh bien, malheureusement, le résultat, notamment sur la douleur, va diminuer. Par contre, ce que j'ai noté d'intéressant, eh bien, c'est que sur cette revue de 2012, eh bien, que la mobilisation sous anesthésie n'avait que malheureusement peu d'effet. On retrouve aussi, par contre, la capsulodistension qui peut avoir des effets intéressants, ainsi que dernièrement, quelque chose qui vient d'apparaître,
c'est l'embolisation artérielle de l'épaule. Donc, à quoi ça correspond? C'est assez récent parce que c'est quelque chose qui date de 2019. Enfin, au moins, la publication date de 2019. Il s'agit de venir, avec un cathéter passant par, je crois, le poignet, de venir faire une embolisation artérielle de vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule afin de moins alimenter cette région, ce qui a tendance va avoir tendance à diminuer la douleur. Voilà. À voir si cette prise en charge peut être bénéfique à long terme sur les capsulites rétractiles. Ensuite, eh bien, dans la rééducation, bien sûr, une certaine importance, notamment de l'auto-rééducation, l'éducation thérapeutique notamment, avec des exercices que le patient peut faire et refaire à la maison, que ce soit l'exercice par exemple bien connu du pendulaire, les automobilisations, tout ce qui va permettre de conserver dans un premier temps un maximum de mobilité va être très important. Bien sûr, une des caractéristiques de la prise en charge va être de respecter le seuil douloureux, car qui dit douleur dit, vous le verrez après sur la deuxième partie, que eh bien, ça peut engendrer malheureusement des effets négatifs. Par contre, pas d'évidence pour l'électrothérapie dans ce que j'ai vu sur la littérature. Notre donc deuxième partie va s'attacher donc à cette inhibition motrice que l'on peut retrouver dans la capsulite rétractile. Alors, à quoi correspond donc cette inhibition motrice? Parce que c'est vrai que l'inhibition motrice, c'est quelque chose qui nous parle, mais souvent on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on va mettre derrière. Donc, l'inhibition motrice, eh bien, c'est un mécanisme adaptatif essentiel, normal du cerveau, qui va permettre d'ajuster justement la motricité lorsque l'on réalise un mouvement. Donc, eh bien, le cerveau, quand il fait un mouvement, il va actionner les muscles et en inhiber d'autres. Donc, l'inhibition motrice, ce n'est pas pathologique. C'est tout à fait un mécanisme tout à fait normal du cerveau. Ce qui va devenir pathologique, eh bien, c'est l'excès d'inhibition motrice. Cet excès d'inhibition motrice, elle peut toucher, on va dire, la qualité de contraction d'un seul muscle, donc quelque chose de plutôt analytique, mais elle peut toucher aussi l'activation temporelle de tout un geste, de toutes les contractions musculaires nécessaires à la bonne réalisation du mouvement. Et donc, on aura plutôt à ce moment-là une atteinte fonctionnelle. Donc, dans le cadre de ces inhibitions motrices, ce que l'on peut avoir, c'est que eh bien, la contraction, l'enchaînement peut devenir dysfonctionnel et le nouveau mouvement créé va devenir adaptatif. Ce que l'on peut voir donc dans les épaules, cette incapacité à lever le bras, les patients vont lever le bras en contractant le trapèze, en s'inclinant sur le côté parce que, eh bien, ils ont du mal à le faire avec notamment les muscles de la coiffe du rotateur. Donc voilà. Et donc tout ce schéma dysfonctionnel va perdurer et peut perdurer jusqu'à avoir une perte du schéma moteur primaire et le cerveau avoir du mal à retrouver le schéma moteur primaire. Donc pour bien comprendre cette inhibition motrice, voilà un schéma de la commande motrice. Et donc ce qui se passe lorsque le cerveau va faire un mouvement, tout d'abord on va avoir des afférences extéroceptives et proprioceptives, donc des informations qui vont remonter au cerveau jusqu'à la partie sensitive du cerveau, donc le cortex pariétal, mais aussi au niveau du thalamus. Ces informations vont passer dans la partie frontale du cerveau afin d'être analysées et ensuite vont être transmises sur la partie centrale du schéma que vous avez là, sur des structures particulières qui sont le ganglion de la base et le thalamus, qui sont responsables de la planification du mouvement, c'est-à-dire d'élaborer le brouillon du mouvement que l'on demande.
Une fois que ça c'est analysé et validé, eh bien, ça va passer sur toute la partie droite que vous avez sur le schéma, avec différentes parties du cerveau, que ce soit les aires motrices ou prémotrices, le cervelet qui va contrôler l'ajustement du mouvement, le cortex moteur primaire qui est responsable des mouvements plutôt fins, et ensuite c'est transmis au tronc cérébral, à la moelle épinière, jusqu'au motoneurone des muscles, afin d'actionner donc le muscle concerné. Et là, on peut voir que, eh bien, on va avoir deux niveaux de problématiques qui peuvent se poser avec ces inhibitions motrices. Vous avez soit ce sont les informations qui remontent, qui vont être, on va dire, mauvaises, et donc du coup entraîner forcément une mauvaise motricité du cerveau, d'où l'importance, eh bien voilà, hein, de tout ce que l'on fait en rééducation, de redonner de la mobilité, que ce soit au niveau tissulaire, facial, musculaire, ligamentaire, enfin voilà, toutes les informations que le cerveau va analyser doivent être le plus pertinentes possible pour réaliser une bonne motricité. Donc là, on parlera de problèmes d'inhibition motrice d'origine périphérique ou une vision distale du problème de l'inhibition motrice. Deuxième problématique, si on revient donc au schéma que je vous ai montré, eh bien c'est au niveau central, là, au niveau de ces ganglions de la base et du thalamus, que l'on peut avoir un problème, c'est eh bien le cerveau qui va ne pas autoriser le démarrage du mouvement volontaire. Il va avoir donc un problème proximal, ou on appelle ça une inhibition motrice d'origine centrale. C'est le cerveau qui fait barrage à l'élaboration du mouvement. Alors souvent dû à soit une appréhension, soit une douleur, etc. Mais le cerveau va décider de lui-même de ne pas actionner les muscles. Voilà. Et là, on a une problématique beaucoup plus compliquée à traiter. Quelles sont les conséquences de ces inhibitions motrices dans notre rééducation? Eh bien, on va avoir plusieurs conséquences directes ou indirectes qui vont être plus ou moins importantes, mais qui vont forcément avoir un impact sur notre rééducation, parce que ça va être un frein à la rééducation, voire à aboutir à des schémas, comme je vous l'ai dit, de compensation du patient qui vont handicaper la motricité de nos patients. Ces conséquences, lesquelles je vous les ai résumées dans ce tableau qui est important, parce que c'est d'autant de signes eh bien, que l'on est face à une inhibition motrice. Vous allez avoir eh bien, une atrophie musculaire qui perdure chez des patients qui eh bien, n'arrivent pas à reprendre notamment du volume musculaire, mais aussi une baisse de la contraction maximale volontaire, donc au niveau de la force, malgré souvent les bons soins du thérapeute, hein, le patient, on a du mal à saisir pourquoi il n'arrive pas à prendre de la force et du volume. Vous allez avoir aussi une instabilité, donc quelqu'un qui, pareil, va avoir la sensation que eh bien, son articulation, donc, dans notre cadre aujourd'hui au niveau de son épaule, eh bien, elle est instable malgré la rééducation. Tout ce qui est bien sûr retard dans la rééducation peut nous faire penser qu'on est face à une inhibition motrice, mais aussi les patients qui vont décrire des douleurs, mais des douleurs plutôt à type de gêne, on va dire plutôt d'origine du coup mécanique. Voilà. Donc pour être sûr que l'on est en face d'un problème d'excès d'inhibition motrice, eh bien nous allons pouvoir faire un diagnostic. Ce diagnostic, il est important bien sûr de réaliser un diagnostic différentiel au préalable, mais dans le cadre de capsulites rétractiles, le diagnostic aura normalement déjà été posé, donc il ne se pose pas, mais ça peut être le cas dans d'autres types de pathologies. Ce diagnostic, il va être basé sur un testing musculaire classique, mais auquel on va rajouter des sensations proprioceptives. Et c'est là où ça va être important et va déterminer vraiment ce diagnostic de problème d'inhibition motrice. Donc ce testing musculaire, il est voilà, classique, hein, comme on peut le retrouver en neurologie, classé de 0 à 5, avec 0, aucune évidence de contraction, jusqu'à 5, une amplitude avec une résistance normale et un muscle qui est normal. Et c'est vrai que
Jusqu'à présent, eh bien, on pouvait avoir des patients qui arrivaient, notamment en traumatologie, à avoir un score à 5, mais qui verbalisaient que soit ils ne sentaient pas la même chose entre la droite et la gauche, ou des patients qui vont verbaliser que du côté traumatisé ou opéré ou, voilà, ou douloureux, ils ne savent pas où ça se contracte, où ils sentent peu de contraction. Voilà. Tout ça, ce sont des signaux d'appel que l'on est peut-être en face d'un excès d'inhibition motrice. Je vous ai mis donc les diagnostics des muscles inhibés les plus fréquents, bien sûr, dans la capsulite rétractile. Donc, en premier lieu, eh bien, c'est le deltoïde, qui, notamment avec sa portion antérieure, va faire le mouvement d'élévation antérieure. Eh bien, on retrouve fréquemment une inhibition motrice au niveau de cette portion antérieure. Donc, comment ça se passe? Eh bien, l'examinateur va donc petit souci. Hop, je reviens. Ça, c'est éteint. Voilà. L'examinateur va placer une main donc sur la face externe au niveau du galbe de l'épaule pour pouvoir contrôler l'articulation de l'épaule. Et on va imprimer une résistance. Et comme un break test, en fait, on va demander au patient de résister. Et surtout, ce qui va être important, c'est de faire verbaliser au patient qu'est-ce qu'il sent. Donc là, il va devoir verbaliser toutes les sensations proprioceptives possibles. Alors souvent, c'est possible que ça soit difficile au début, mais il faut que le patient se focalise sur qu'est-ce qu'il sent dans le bras, qu'est-ce qu'il sent dans l'épaule, qu'est-ce qu'il sent même dans le dos. Voilà. Il va essayer de verbaliser tout ce qu'il peut avoir. Et alors souvent, ce qui va arriver en premier, ça va être soit la douleur, soit la perte de force, mais il faut essayer d'aller au-delà de ça. Il faut essayer de faire verbaliser, notamment ce qui est important, c'est où est-ce que vous sentez que ça se contracte. Et donc là, vous allez avoir des gens qui vont dire, eh bien, moi je sens que ça se contracte à ce niveau-là, du côté où c'est sain, et puis de l'autre côté, eh bien, je sens rien. Voilà. Et ça, vraiment, cette sensation de ne pas sentir où est-ce que ça se contracte, ça, c'est vraiment presque pathognomonique d'un excès d'inhibition motrice. Ensuite, eh bien, on peut faire d'autres muscles, notamment les stabilisateurs de l'omoplate, de la scapula. Vous allez avoir par exemple le dentelé antérieur, où le patient place ses mains à hauteur de ses épaules contre un mur et pousse tout son poids sur ses mains. Donc ça, c'est le test classique du dentelé antérieur. Normalement, eh bien, le bord médial de la scapula doit rester collé au thorax. Eh bien, quand on a un déficit du dentelé antérieur, on peut avoir un décollement de ce bord médial. Autre possibilité, eh bien, vous le voyez sur la photo, on demande au patient de se mettre en décubitus dorsal, alors soit avec un petit bras de levier, comme vous voyez sur ici la photo avec le coude fléchi, soit avec un grand bras de levier avec le bras tendu, mais le but c'est de pousser vers le plafond pour tester le dentelé antérieur. Donc le dentelé antérieur a 3 chefs, supérieur, moyen, inférieur, donc on va tester à chaque fois les 3 chefs. Le moyen vers le haut, le supérieur vers plutôt le haut et la tête du patient, et l'inférieur plutôt vers le haut et vers le bas du patient. Ce qui est important, c'est bien sûr de le faire de façon bilatérale et comparatif, de manière à chaque fois, et donc pour chaque portion, de décrire eh bien, voilà, les différentes sensations que le patient a. Donc, on peut faire aussi, bien sûr, là, je vous ai mis juste des tests, des exemples, mais on peut tester tous les muscles de l'épaule sur le même mode. Et à chaque fois, le but, c'est de faire donc, le testing avec les sensations proprioceptives et surtout de façon bilatérale. Sur l'élévation antérieure de l'épaule qui pose problème dans la capsulite rétractile, eh bien souvent, comme je vous ai dit, on retrouve une désafférentation du deltoïde antérieur qu'on va
devoir faire travailler. Si le problème est présent plus au niveau de l'abduction, on peut avoir une désafférentation au niveau du sus-épineux ou du deltoïde moyen aussi qui peut être présent. Mais ce qui est aussi très fréquent, c'est des choses combinées où on va avoir à la fois les muscles activateurs comme le deltoïde antérieur, mais aussi les muscles stabilisateurs de la scapula comme on peut avoir le deltoïde antérieur ainsi que les rhomboïdes. Qu'est-ce qu'on propose comme traitement? Eh bien, c'est avec Aliane, c'est la reprogrammation neuromotrice de ces muscles inhibés. Donc, comment ça se passe? Eh bien, la reprogrammation neuromotrice, c'est un procédé neurophysiologique qui permet soit de corriger un schéma moteur qui serait dysfonctionnel, comme on l'a vu précédemment, soit on va essayer de retrouver un automatisme moteur qui serait complètement perdu, quelqu'un qui n'arriverait plus du tout à lever le bras, soit, autre possibilité, mais là on est plutôt dans la gestuelle sportive, on a un geste qui est bon, mais on veut le rendre le plus optimal possible. Le procédé est destiné donc à favoriser l'acquisition de ce geste de façon rapide, puisque vous le verrez, on va faire 1 ou 2 séances, mais surtout de façon pérenne. Et c'est ça qui est important parce que on veut que cela s'ancre et que le patient garde ce que l'on a travaillé pendant la séance. Pour cela, on va se servir donc d'un triptyque qui est à la fois ce travail proprioceptif qui va permettre de changer cette motricité. On va se servir aussi de l'imagerie mentale, pareil, pour essayer, travailler sur ces schémas de connexion. Et ensuite, on a besoin aussi eh bien, de mettre le cerveau dans un certain état pour pouvoir corriger cette motricité et l'ancrer. Et c'est là où les sons de basse fréquence vont nous servir. Donc, dans un premier temps, pour une séance, eh bien, on va analyser, comme on l'a vu, la motricité du patient. On va déterminer les muscles que l'on veut programmer. Si on prend par exemple un deltoïde antérieur, on va rechercher donc toutes les sensations proprioceptives du côté pathologique qui pose problème par rapport au côté sain. Une fois que eh bien, le patient a vraiment bien ressenti et décrit toutes les sensations proprioceptives qu'il avait côté pathologique, eh bien, on va faire une imagerie mentale de tout ça. Alors, pourquoi se servir de l'imagerie mentale? Eh bien, parce que l'imagerie mentale, il y a une véritable équivalence neurofonctionnelle entre imaginer un mouvement et l'exécuter réellement. Donc ça, c'est dû à cette étude devenue maintenant célèbre d'Anakawa, qui date maintenant de 2008, qui avait montré, grâce aux IRM fonctionnels, eh bien, que lorsque on imaginait un mouvement, comme vous pouvez l'avoir sur la deuxième ligne ici en turquoise, eh bien, on va avoir certaines zones du cerveau qui vont s'allumer, et lorsque l'on fait réellement le mouvement, comme vous pouvez l'avoir sur la troisième ligne ici en violet, quand on superpose les deux zones, on a une équivalence d'à peu près entre 85 et 90%, donc assez important. Donc ça veut dire que potentiellement, quand on imagine un mouvement, on allume quasiment les mêmes schémas de connexion que si l'on réalisait le mouvement. À la différence près que, eh bien, on va pouvoir travailler déjà hors action. Donc, si on a un mouvement qui, par exemple, est douloureux, eh bien, en imagerie mentale, on va pouvoir s'imaginer non douloureux. Si on n'arrive pas à faire le mouvement potentiellement en imagerie mentale, on va pouvoir réaliser aussi ce mouvement. Donc, on va réussir à activer ces schémas de connexion qui n'avaient jamais disparu, hein, ils sont toujours présents, mais dont le cerveau ne se servait plus. Une fois que l'on a fait ça, eh bien, on va se servir d'une autre qualité neurofonctionnelle du cerveau qui est le neuromiroir. C'est-à-dire qu'on va se servir du côté sain pour transposer les sensations vers le côté pathologique. Donc, le cerveau a cette qualité de ce qu'on appelle le neuromiroir, de pouvoir transposer les sensations d'un côté vers l'autre. Donc, on va se servir de ça. Mais pour pouvoir faire tout ça, comme je vous l'ai dit, eh bien, on va devoir mettre le cerveau dans un certain état
que l'on appelle l'hypovigilance grâce au son. Un premier type de son on appelle ça un son pulsé. C'est un son donc qui est compris entre 50 et 150 Hz, qui va permettre de mettre le cerveau dans cet état d'hypovigilance. L'état d'hypovigilance, c'est un état du cerveau où le cerveau est un peu détaché du monde extérieur, mais concentré sur une tâche. Souvent, je donne l'exemple, par exemple, vous êtes en train de conduire, vous pensez à quelque chose, et bien, vous en oubliez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ça ne veut pas dire que votre cerveau n'est pas présent, parce que si jamais eh bien, la voiture devant freine, le cerveau va reprendre le contrôle, mais le cerveau est en train d'accomplir une tâche et est concentré dessus. Donc, on va se servir de cet état-là parce que eh bien, les études l'ont montré que dans cet état-là, le cerveau va pouvoir retenir plus facilement des notions et les ancrer plus facilement. Donc, il est important de mettre ce cerveau dans cet état-là. Ensuite, on a un deuxième type de son qu'on appelle son associé ou son d'ancrage qui est choisi par le patient, qui, si vous voulez, à chaque fois va servir de rappel sur des notions que l'on veut que le cerveau retienne. Donc on appelle ça aussi un engramme, c'est-à-dire que le cerveau, pour retenir des informations, il va les associer à quelque chose, souvent quelque chose de positif. Et donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va lui rappeler que voilà, ça, tu vas le retenir, ça, tu vas le retenir. Et c'est ce qui va faire que, eh bien, on va obtenir quelque chose de pérenne dans le temps. Dans ces reprogrammations neuromotrices, il y a quand même des limites. Les limites, eh bien, ça va être une capacité cognitive trop dégradée, notamment ce qu'on peut retrouver en neurologie, c'est-à-dire que le patient va être capable à la fois de verbaliser ce qu'il ressent, mais aussi de comprendre les consignes. Donc voilà, donc dans le cadre d'atteintes neurologiques assez graves, ça va être compliqué de pouvoir réaliser ce genre de séance. Lorsque l'on parle d'atteinte mécanique, c'est si jamais eh bien, les effecteurs sont lésés, que ce soit une rupture tendineuse, une rupture de muscle, une section de moelle, bien sûr une section de nerf. Si le courant ne passe plus, forcément, eh bien, on ne va pas pouvoir réaliser ce genre de séance. Et puis, je mettrai peut-être un bémol sur les patients hyperalgiques, parce que c'est vrai qu'on avait tendance à dire que chez les patients qui ont des douleurs à plus de 8 sur 10, par exemple, sur l'échelle numérique, eh bien, on allait avoir trop d'attention sur la douleur où le patient ne va pas réussir à verbaliser d'autres sensations que la douleur, et ça peut être compliqué de faire ce genre de séance s'il n'y a que la douleur qui est présente. Mais il arrive parfois qu'on a des patients hyperalgiques qui arrivent à se focaliser sur autre chose, une sensation qui va nous permettre un peu, entre guillemets, de détourner l'attention du cerveau. Et souvent, ça va avoir un effet aussi collatéral intéressant parce que ça va diminuer le seuil douloureux. Et donc, le patient va être un petit peu moins allergique. Ce qui se passe, donc, c'est quand on fait ce genre de séance, et c'est souvent ce que je dis aux patients, comme pour les rassurer, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'on va faire, ben, c'est que c'est un procédé non intrusif. Hein, il y a juste des sons à écouter, il n'y a pas d'effet indésirable ni secondaire connu à ce jour. Voilà, au pire, avant de faire une séance, moi je dis aux patients, voilà, au pire, il ne se passera rien, donc on ne va pas vous dégrader. Je vous ai mis donc des cas concrets avec cette patiente d'une de mes collègues qui avait été très très intéressante, mais assez difficile, notamment pour la patiente aussi. Donc vous allez la voir sur la vidéo, parce que c'est une patiente qui avait une atteinte bilatérale de capsule. Donc là, on a le bras droit. Donc vous voyez le patient qui compense en se penchant sur le côté, et le côté gauche est encore plus atteint. Là, on a même une inclinaison de tête, et voilà, de façon bilatérale, on a une élévation qui était très très basse. Donc ça me permet de faire le lien avec souvent la question que l'on nous pose, quelle est la pertinence de faire une reprogrammation neuromotrice, à quel moment il va être le plus pertinent de faire ce genre de séance. Il est vrai que en phase, ce qu'on appelle en phase chaude, dans les 2 premières phases que vous l'avez vu au tout début de cette présentation, lorsque le patient est très algique, on a une rétraction de la capsule, c'est pas forcément le moment le plus intéressant. Quoique, voilà, certains médecins nous ont dit attention, vous n'êtes pas à l'abri que ce que vous faites
avec ce genre de séance, eh bien, peut permettre éventuellement d'accélérer la récupération. Donc c'est pas faux, mais jusqu'à présent, voilà, on n'a pas réalisé d'études sur la pertinence de le faire dans cette phase-là. Parce que c'est vrai que la pertinence, elle est plutôt dans la phase de récupération, lorsque le patient est moins âgé, qui commence à récupérer, parce qu'il y a souvent un gros décalage entre la mobilité active et passive, et eh bien voilà, c'est là où la reprogrammation neuromotrice va fonctionner à plein, et on va avoir les résultats les plus probants. Donc ici, je vous ai mis donc après la séance, donc séance pas facile, il y avait eu pas mal de larmes de la part de la patiente. Vous allez voir donc ce que l'on obtient donc juste après la séance sur le bras gauche qui était le bras le plus atteint. Voilà, donc on a un gain assez important au niveau du bras. Alors c'est vrai que ça fait un peu bluffant et j'aime pas du tout ce terme, des fois un peu, on voit ça magique et j'aime pas ça parce que sur les réseaux sociaux, souvent on va se faire un tir à boulet rouge. Ce n'est pas magique, c'est-à-dire que au niveau de la mobilité passive, cette patiente était capable d'aller jusqu'à ce niveau-là, forcément. Mais en actif, elle ne pouvait pas. Donc ce qui se passe, c'est que le cerveau n'arrivait plus à actionner notamment la portion antérieure de son deltoïde et que ce schéma de connexion n'a jamais disparu, il est toujours là. Donc là, nous, ce qu'on fait dans les séances, c'est qu'on va recréer le lien, le cerveau va retrouver ce schéma de connexion et donc il y a un effet on-off qui est souvent bluffant, mais qui est tout à fait neurofonctionnel. C'est-à-dire que le cerveau se le réapproprie, il voit que ça fonctionne et de suite, il arrive à le refaire. Donc, c'est pour ça que, eh bien, généralement, on voit les gens sur une première séance. Alors, souvent, hein, derrière, il y a du travail à faire, continuer, puisque du coup, ce que le patient a réussi à récupérer dans la séance, il va devoir continuer à le travailler pour déjà l'améliorer et pourquoi pas encore progresser. Donc, on revoit les patients un mois après pour refaire un bilan et éventuellement travailler sur d'autres programmations neuromotrices chez cette patiente. Ça a été le cas puisque du coup, vous avez vu, il y avait une atteinte bilatérale et il a fait une deuxième séance après sur le bras droit. Voilà ce que elle obtenait donc après la deuxième séance. Voilà, donc quelque chose d'assez probant. Je vous ai mis aussi un deuxième cas qui n'est pas une capsulite rétractile, qui est plutôt une raideur secondaire. Donc, je vais parler des deuxièmes types de, de, de capsulites que l'on peut avoir, ce qu'on appelle la raideur secondaire de l'épaule. Ici, on avait un patient qui a eu une traumatologie, à savoir une fracture de la tête humérale, et qui se présente au centre 7 ans après avec 2 chirurgies de l'épaule et vous voyez une, une mobilité toujours très limitée malgré les 2 opérations et 7 ans après. Et ici, donc après le résultat, après la séance, avec une récupération assez importante de la mobilité, malgré le fait que ça soit 7 ans après. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant et bluffant. D'ailleurs, le chirurgien était venu voir la séance parce qu'il avait trouvé ça assez extraordinaire. Mais comme je l'ai dit, hein, voilà, il s'agit vraiment d'une atteinte assez particulière, ces inhibitions motrices que vous pouvez retrouver assez fréquemment, avec donc possibilité de faire ce genre de séance et d'obtenir des résultats très probants dès la première séance. Donc on avait un gain, vous voyez, de 50 degrés. Tout ça, il y avait donc une publication de mes collègues sur l'apport de la reprogrammation neuromotrice dans les pathologies de l'épaule lors du congrès de la SFMKS en 2018, avec une étude rétrospective auprès de 14 patients souffrant de déficit d'élévation de l'épaule. Et bien, voilà, la moyenne des gains était obtenue était de 34 degrés avec un minimal à 10 et un maximal à 90, avec des bénéfices aussi secondaires sur la douleur, sur la sensation de fluidité et notamment fonctionnelle,
qu'on peut retrouver par exemple sur des scores comme le score de Constant. Je vous ai mis aussi de la bibliographie que vous pouvez retrouver parce que cette présentation donc, sera rediffusée en replay sur le site d'Aliane. Si vous êtes intéressé donc, par toute cette méthodologie, je vous encourage à aller sur le site de Aliane si vous êtes intéressé soit pour vous former à cette méthodologie, soit pour trouver un praticien en France, parce qu'il y a une cartographie des praticiens Aliane près de chez vous pour si ça a éveillé chez vous l'envie d'envoyer certains patients. N'hésitez pas à aller sur le site d'Aliane. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur mon mail s comme Stéphane Ladoucette ladoucette@gmail.com. Je répondrai avec grand plaisir. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Maintenant, nous allons passer aux questions. Et voilà, donc je vais couper la présentation et vous allez pouvoir me poser donc les questions sur le chat. N'hésitez pas, je vais tout de suite y répondre. Alors, première question, je ne comprends pas bien le lien entre le cancer du sein et la capsulite rétractile. Alors, c'est pas qu'il y a un lien direct, ça ne veut pas dire que dès que vous avez un cancer du sein, vous avez une capsulite rétractile. Mais ça veut dire que, eh bien, on retrouve pas mal de capsulites rétractiles consécutifs, malheureusement, à un cancer du sein, et surtout dans le cadre aussi de chirurgie suite à un cancer du sein. Deuxième question. Bonjour, combien de temps dure la séance? Alors classiquement, une séance va durer 1 heure. On a besoin, donc, comme vous l'avez vu, de faire un bilan au préalable. Et ensuite, on va enchaîner avec une séance. Donc, si on va faire, on va dire 1 à 2 reprogrammations, parce qu'on peut faire plusieurs reprogrammations neuromotrices dans la même séance, mais voilà, si on fait 2 reprogrammations neuromotrices, on va être classiquement sur des séances d'1 heure. On peut avoir des séances qui durent plus longtemps si on parle globalement des séances de reprogrammation neuromotrice. On va retrouver par exemple en neurologie ou chez les sportifs, où là on a besoin de faire, notamment chez le sportif, toute une analyse de la gestuelle au préalable, ainsi qu'une reprogrammation, de nouveau une analyse vidéo, etc. Donc là ça va durer plus longtemps, mais classiquement, une séance va durer 1 heure. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ces séances de reprogrammation neuromotrice, là, on a parlé aujourd'hui de la capsulite rétractile, mais on peut classiquement, qu'est-ce qu'on va retrouver comme type de pathologie? On va retrouver tout ce qui est sidération, donc celle qui est la plus fréquente, c'est la sidération du quadriceps que l'on retrouve post notamment ligamentoplastie de genoux. Vous allez avoir tout ce qui est instabilité, donc instabilité de cheville, parce que là on a souvent une grosse inhibition motrice sur les péronéés latéraux. Vous allez avoir aussi les instabilités de genoux. Donc sur tout problème de bassin, eh bien, on va retrouver beaucoup de moyens fessiers. Moi, je retrouve beaucoup d'inhibition motrice au niveau du moyen fessier avec tout ce que ça peut engendrer, c'est-à-dire ces instabilités de bassin peuvent déjà avoir une conséquence sur les genoux et la cheville, mais aussi au niveau lombaire, tout ce qui est douleur des sacro-iliaques, lombalgie, et lorsqu'on a une instabilité du bassin, notamment due à cette insuffisance du moyen fessier, eh bien, on va avoir un effet quasiment immédiat lorsque l'on traite ces inhibitions motrices au niveau du moyen fessier. Et ensuite, sur le membre supérieur, donc effectivement, à l'épaule, tendinopathie, les capsulites rétractiles, les instabilités d'épaule, mais on peut avoir aussi des actions sur la posture et la gestuelle. Et quelle est la fourchette du nombre de séances nécessaires pour des résultats maintenus dans le temps? Donc, ce que je vous ai dit, c'est que
on va avoir classiquement une première séance où on va faire 1 ou 2 reprogrammations neuromotrices. On va laisser passer 4 à 6 semaines, le temps que le patient continue à travailler. Parce que ça, c'est important, hein. C'est pas on fait une séance ou puis tralala, derrière il n'y a plus rien à faire. On fait ces séances, le patient va retourner voir son rééducateur, va travailler ce qui aura été fait pendant la séance et on revoit le patient une deuxième fois. Soit il y a une autre problématique qui mérite de faire une deuxième séance, soit à ce moment-là, on n'a plus besoin. Donc voilà, la moyenne des séances, c'est 2. Existe-t-il de la prévention pour la capsulite rétractile? Alors, si vous pensez à prévention pour l'apparition de la capsulite rétractile, malheureusement, actuellement, non, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de cause réelle identifiée à l'apparition de capsulite rétractile. Mais si vous pensez prévention pour les différentes phases, bien le plus important, c'est de conserver le maximum de mobilité.